Comment ça va se passer là? Ah vous, vous êtes? On va le toucher. Oui. C'est bon? Oui, bon, d'accord. Bah... Ah, oui. Ah, oui, c'est retard quand même. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Allez. Beaucoup de monde. Bienvenue donc pour la conférence sur la stupidité humaine. Je pense que les invités sont arrivés. Il me semble qu'on attend encore quelques personnes. C'est pour ça que ça commence pas tout de suite, mais bon, ils prendront en cours de route éventuellement. Est-ce que j'ai d'autres consignes à donner? Non, voilà. Je vous laisse écouter avec attention. J'ai dit pour les téléphones portables, hein, oui, ça c'est entendu. Ouais. Entre nous. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Chut. Oh, c'est bon. Ouais, oh. Quoi? On commence. Bah, j'y peux rien, j'ai ma soeur au bout du fil, c'est bon? Oui, mais non, ça va, hein. Vous vous asseyez, s'il vous plaît, et là, les comédiens vont commencer. Oui, bon, d'accord. Oui, non, parce que franchement, si c'est pour ça, hein, moi, je préfère partir. Ouais. Le spectacle comme ça commence comme ça va pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Ouais. Hein? Comment ça, t'es dans les bouchons? Ah, en gros, c'est moi qui vais te... Mais Clotilde, tu pouvais pas me le dire avant, quoi? Donc c'est moi qui te remplace. Ok. Ah, merci Clotilde. Elle va laisser une enveloppe. Bon bah... Bonjour monsieur, dame. Je me présente. Raoul. Alors, vous savez, vous êtes ici pour une conférence. Alors la conférence, c'est sur les lois fondamentales de la stupidité humaine. Alors chapitre 1, c'est la première loi fondamentale. La première loi fondamentale de la stupidité humaine affirme sans ambiguïté que chacun sous-estime toujours et inévitablement le nombre d'individus stupides existant dans le monde. Cette affirmation peut au premier abord sembler triviale, vague et affreusement peu charitable. Un examen plus attentif en révèle pourtant la véracité et le réalisme. Si élevé que l'on juge le niveau de la stupidité humaine, on est régulièrement frappé de façon récurrente par le fait que, petit a, les gens que l'on croyait rationnels et intelligents, comme moi, s'avèrent outrageusement stupides. Ça, ouais, bon. Sinon, petit b, jour après jour, avec une monotonie imparable, chacun est harcelé par des individus stupides qui surgissent à l'improviste dans les lieux les plus malcommodes et aux moments les plus improbables. La première loi fondamentale m'empêche d'attribuer une valeur numérique précise au pourcentage de l'humanité que représentent les gens stupides. Toute estimation chiffrée serait en deçà de la réalité. Tout au long de la conférence, j'emploierai donc le symbole sigma pour désigner le pourcentage d'êtres stupides au sein d'une population.
Vous êtes? Professeur Heinz. Ah ouais! Ah oui! Clotilde m'en avait parlé, vous êtes le professeur Ketchup, c'est ça? Si vous voulez. Mais Heinz, plus précisément. Ah d'accord. Et je dois vous laisser la place ou Je crois que c'est prévu comme ça. Oui. Ah d'accord. Est-ce que vous avez besoin du pupitre? Oui. Non. Ah, je peux... Vous pouvez. D'accord. Bon bah, bonne conférence, monsieur, dame. Bonsoir. Chapitre 2. Deuxième loi fondamentale. Dans nos sociétés occidentales, l'égalitarisme est aujourd'hui en vogue. S'appuyant sur une quantité impressionnante d'analyses et d'expérimentations, généticiens et sociologues se donnent beaucoup de mal pour démontrer que les hommes sont naturellement égaux. Et que si certains sont plus égaux que d'autres, c'est le fait de la culture et non de la nature. Eh bien moi, je m'oppose à cette idée reçue. Après plusieurs années d'observation et d'expérimentation, j'ai la ferme conviction que tous les hommes ne sont pas égaux. Que certains sont stupides et les autres non. Et que cela est dû à la nature et non aux facteurs culturels. Même si je suis convaincu qu'un pourcentage sigma d'êtres humains est stupide pour des raisons génétiques, je ne tente pas subrepticement d'imposer une quelconque discrimination de classe ou de race. Je suis certain que la stupidité est la chose la mieux répandue dans le monde et qu'elle est uniformément répartie selon une proportion constante. Ce fait est expliqué scientifiquement dans la deuxième loi fondamentale qui dit que la probabilité que tel individu est stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cet individu. Je vais vous présenter à présent, je crois qu'elle s'apprête à rentrer, le docteur Bourdieu. Bonjour, professeur Heinz. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ce cher docteur a assisté récemment à une de mes conférences et s'est proposé de continuer à analyser ce phénomène. Et j'ai accepté volontiers, car elle a une analyse très subtile des choses. Merci. Et son côté séduisant n'en déplaise pas moi. Je vous en prie. On sait que sur ce point, la nature s'est surpassée. On sait que la nature parvient assez mystérieusement à maintenir la fréquence relative de certains phénomènes naturels. Par exemple, que la population se reproduise au pôle Nord ou à l'équateur, dans des populations de pays riches ou en voie de développement, que les parents soient blancs, noirs, jaunes, rouges. La proportion filles-garçons est toujours constante parmi les nouveau-nés, avec un léger avantage pour les mâles. Bon. On ne sait pas très bien comment la nature parvient à ce résultat, c'est extraordinaire, mais on sait que pour ce faire, elle doit brasser de grandes quantités. Eh bien, ce qui est le plus étonnant dans la répartition de la stupidité, c'est qu'elle est indépendante de la taille de l'échantillon. Alors, on a pu observer cela dans des grandes universités à travers le monde. Dans une université, la population est assez composite. On peut la subdiviser en 5 grands groupes. N'est-ce pas, professeur Heinz? Nous avons fait. Alors, nous avons les employés en col bleu, les travailleurs en col bleu, pardon, les employés en col blanc, les étudiants, les enseignants, les services administratifs, voilà, 5 groupes. Eh bien, chaque fois que nous avons étudié les travailleurs en col bleu, nous avons trouvé la même proportion sigma d'individus stupides. C'est étonnant quand même, non? Et comme cette proportion
était anormalement élevé. Première loi fondamentale, vous vous souvenez, n'est-ce pas? On sous-estime toujours inévitablement le nombre d'individus stupides existant dans le monde. Eh bien, comme nous avons été surpris par cette proportion, nous avons tout d'abord attribué cela à peut-être un manque de connaissances, à la ségrégation, à des idées dans l'air du temps. Mais du coup, nous avons eu envie de pousser un peu plus loin, en observant les échelons supérieurs de la hiérarchie. Force a été de constater que la même proportion sigma était présente parmi les cols blancs et les étudiants. Plus stupéfiant encore fut de découvrir cette même proportion sigma parmi les enseignants. Alors là, j'ai vraiment tenu à pousser l'étude un petit peu plus loin, moi, personnellement, malgré mon physique, n'est-ce pas? Et donc, j'ai voulu étudier un échantillon très précis de la population, une authentique élite, les prix Nobel. Eh bien, croyez-le ou non, un pourcentage sigma de prix Nobel est stupide. C'est faux. Ah oui. Là, on voit vraiment toute la puissance de la nature. C'est pas grave, Malheureusement. oui. Bon, là, vous avez une petite phrase à dire, je crois qu'on conclut. Oui. Voilà. Ça a été oui, difficile, ça a été difficile. Ce fait fut difficile à admettre Absolument, et à digérer. et à digérer. Ah ouais. Car trop de résultats empiriques démontraient la véracité de cette chose-là. Ah oui. Et la deuxième loi fondamentale est une loi de fer qui ne tolère aucune exception. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Oh là là, les magnifiques manteaux. Bonsoir, cher public. C'est moi qui suis chargée de l'intermède technique. Très bien, très bien. Bon, au revoir. Au revoir. Vous avez été testé récemment? Testé? Non, test, non. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir à tous. Oh, vous êtes beaux, charmants, mais c'est un public magnifique. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Je vais donc me charger de l'intermède technique de la conférence. Il est donc à présent nécessaire d'éclairer le concept de stupidité humaine et de décrire les parties en présence. Les individus se caractérisent par leur degré de sociabilité. Pour certains, tout contact avec d'autres individus est une pénible nécessité. Ils doivent supporter les gens et les gens doivent les supporter. À l'autre extrémité du spectre, certains ne peuvent absolument pas vivre seuls et ils sont même prêts à passer du temps avec des gens qu'ils n'aiment pas vraiment plutôt que d'affronter la solitude. Entre ces deux extrêmes, il existe une grande variété de conditions. Que l'on soit un ermite ou un mondain, on a toujours des contacts humains. Oui, seule l'intensité varie car même les ermites rencontrent parfois des gens. Oui. De plus, l'homme affecte ses semblables même en les évitant. Oui, c'est un fait. Ce que j'aurais pu faire pour une personne ou pour un groupe, mais que je n'ai pas fait, est une occasion manquée, un gain ou une perte pour ce groupe ou cet individu. Oui, tout à fait. Moralité. Chacun de nous a un compte courant avec tous les autres. Oui. Par l'action ou l'inaction, chacun d'entre nous tire un gain ou une perte d'autrui et en même temps cause un gain ou une perte à autrui. Ces pertes et profits peuvent être représentés graphiquement
Et la figure 1 du schéma de base est à utiliser dans ce but. Le schéma. Oui. Ça va, professeur? Oui. Ah, comme il est beau ce schéma. Ne dites pas. Il est beau, n'est-ce pas? Il est charmant comme vous. Alors, ce schéma correspond à un individu que nous appellerons Pierre. Pierre? Ah, voilà Pierre. Oui, par ici, Pierre. Regardez. Oui, c'est pas grave. Sur le schéma de base, sur l'axe X, nous avons les gains que les actions de Pierre lui apportent. Et sur l'axe Y, les gains, les profits que Pierre, par ses actions, apporte à un individu ou un groupe d'individus. Les gains et les profits peuvent être négatifs, nuls ou positifs. À savoir qu'un gain négatif est en fait une perte. Sur l'axe X, nous avons les gains positifs de Pierre que ses actions lui apportent. Et à droite de l'axe du point O, nous avons les gains négatifs. C'est une perte. Sur l'axe Y, nous avons les gains positifs que les actions de Pierre apportent à quelqu'un et les gains négatifs que ces actions apportent à un individu, un groupe d'individus en dessous du point O. Prenons un exemple concret. Pierre exécute une action à l'encontre, disons, de Jean. Ah, Jean! 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 Voilà, là. C'est bien. Coucou, Jean! Coucou! Donc les actions que Pierre effectue à l'encontre de Jean, qui lui apporte un gain, se situent donc à gauche de l'axe X. Mais si elles apportent une perte pour Jean, alors Continuez, professeur, c'est passionnant. merci. Il s'en passe des choses dans cette conférence. Les actions de Pierre qui lui rapportent un gain, mais qui apportent une perte à l'encontre de Jean, le situent donc dans la zone B. La zone. Dans la zone B du schéma de base. Il est donc un bandit. Les gains et les pertes peuvent figurer en euros, en dollars, si l'on veut, sur l'axe X. Mais il faut bien sûr y faire figurer aussi les satisfactions, les avantages et les pressions psychologiques ou affectives. N'est-il pas? Oui, merci, professeur. Ces données sont immatérielles et donc très difficiles à mesurer selon des critères objectifs. Le rapport coût-bénéfice peut aider à résoudre le problème, mais en partie seulement, et je ne voudrais pas ennuyer le public avec ce genre de précision technique. Une marge d'imprécision est inévitable, mais cela n'invalide en rien le raisonnement. Il faut néanmoins préciser un point très important. En envisageant l'action de Pierre, il faut l'estimer du point de vue de Pierre. Mais, pour évaluer les gains de Jean, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut adopter les valeurs de Jean et non pas celles de Pierre, vous comprenez?
Cette règle d'équité est trop souvent oubliée et l'omission de cette politesse élémentaire peut entraîner bien des difficultés. Oui. Qu'il me soit permis de recourir à un exemple un peu trivial. Pierre frappe Jean à la tête et il tire de cet acte une certaine satisfaction. Pierre peut feindre de croire que Jean est ravi d'avoir été frappé. En revanche, Jean ne partage pas forcément l'opinion de Pierre. Et il peut même considérer le coup à la tête comme un événement désagréable. Le coup porté à sa tête est-il un gain ou une perte pour Jean? Eh bien, c'est à Jean d'en décider et non à Pierre. Voilà, messieurs, dames, merci. Vous avez été un public merveilleux. Merci beaucoup. Allez, on y va, Jeannot, Pierrot. Oui, laisse-moi vous faire passer le public. Enfin, merci beaucoup. Au revoir. On y va, au revoir, professeur. Merci, vous êtes merveilleux. Non, par là-bas. Regardez, allez. Oui, là, c'est ça. Non, laissez votre pantalon, là. Ça, c'est fini.